Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue à ce programme spécial à l'occasion de la présidentielle 2023. Nous recevons un candidat, nous recevons un hôte de marque. Nous allons avec lui pendant quelques minutes discuter de son programme, de ses idées, de son combat, de ses convictions. Nous allons ensemble avec lui approfondir un peu ce qu'il prépare pour la population et ce qu'il pense lui offrir à la population. Et puis il répondra à des questions de journalistes qui sont d'ailleurs dans cette salle et que je vais demander à venir me rejoindre très rapidement sur ce plateau. Il s'agit de Myriam Bokéchou. Merci de prendre place. De Jacques Moulouba. Merci Jacques. Oscar Mbal. Merci. Il est le numéro 20 des candidats. Il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est dans cette salle et je voudrais l'inviter à venir participer à ce débat. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le président. Je vous en prie. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Merci. Merci. Merci d'avoir accepté de participer à l'alimentation de la démocratie en venant ainsi à ces débats. Mais avant que nous commencions ces débats, je voudrais vous demander si vous autorisez d'accepter quelques consignes qui vont nous permettre de passer un très très bon débat ensemble. Vous êtes le président de la République démocratique du Congo et à ce titre, toute la nation vous doit révérence. Mais ce soir, vous êtes le candidat numéro 20 et à ce titre aussi, nous devons vous traiter comme on traite tous les candidats. Bien sûr. Acceptez donc que ce soir, vous soyez appelé Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi le président. Ça dépend. Donc si l'un d'entre nous vous appelle par Monsieur Félix Antoine Tshilombo, il ne faut pas vous en offusquer. C'est de la démocratie. Je ne me suis jamais offusqué. Merci. Aujourd'hui, votre nom, Félix Antoine Tshisekedi, va porter la fonction. Ainsi, et ça c'est la première des consignes. La seconde, nous avons 90 minutes. C'est le maximum qu'on nous a donné pour pouvoir épouser tous les sujets. Et parce que nous avons beaucoup de questions, nous allons essayer de raccourcir les réponses. Plus vous répondrez moins, plus nous aurons beaucoup de questions, plus la plage des réponses va être profitable pour nos téléspectateurs. Très bien. Nous allons donc entamer ce débat, et surtout que vous avez accepté de venir. Et il ne nous a pas échappé que vous êtes venu participer à ce débat, alors que vous aurez pu, comme je le disais, dire, bon, écoutez, je m'en passe. Bon, écoutez, je suis en fonction, je m'en passe. Mais vous avez accepté de venir, et venir ici pour respecter sans doute peut-être le CESAC. Première question, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous veniez? Pourquoi vous avez accepté d'arriver ici ce soir, alors que d'autres n'ont pas voulu venir? Ben parce que je dirais... Enfin, permettez-moi d'abord de saluer Je vous en prie. le parterre de journalistes qu'il y a là et vous remercier pour l'honneur et l'occasion que vous m'accordez de m'exprimer, de parler au peuple congolais à travers la RTNC. Et donc je suis, comme vous le savez, issu d'une génération qui s'est battue pour la démocratie dans ce pays. Et je suis héritier justement de ces grands combattants de la liberté et de la démocratie qu'ont été les Etienne Tshisekedi, les Kibasa Maliba, les Ngalula Pandangila, Makanda Mpinga, paix à leurs âmes, et j'en passe. Et donc j'ai toujours eu cela comme philosophie politique. Le respect de l'adversaire, mais surtout le respect de notre peuple.
parce que c'est lui le souverain primaire, c'est lui qui détermine qui il veut voir à sa tête. Et c'est pour ça que je pense que lorsqu'on veut solliciter les suffrages de ses compatriotes, on doit se présenter à eux et leur dire ce que on entend faire de leur destin dans la période qui nous est donnée, celle de 5 ans de mandat. C'est une bonne chose pour nous les médias parce que nous avons là de la matière et nous avons des interlocuteurs valables. J'imagine. Alors nous allons donc entamer cet échange. Nous voulons que vous soyez le plus à l'aise possible parce qu'il s'agit de la vie de notre nation et il s'agit donc des questions fondamentales qui touchent la survie de notre nation et de notre peuple. Alors vous venez de passer 5 ans au pouvoir. C'est quand même une grâce sur les 100 millions d'habitants. Vous êtes celui qui a quand même une des plus grandes expériences aussi, entre autres. Mais qu'est-ce qui vous a motivé? Quel est le fondement de votre démarche actuelle? Qu'est-ce qui s'est passé en vous pour que vous pensiez que vous allez demander à notre peuple de vous accorder un autre mandat? La motivation de votre ambition actuelle, quels sont ses fondements? Tout simplement les acquis. J'estime que nous sommes partis de quelque part en 2018 et qu'aujourd'hui, en 2023, nous sommes arrivés quelque part. Et je pense que, en toute modestie, nous avons fait des progrès. Nous avons permis à notre pays de faire des progrès. Bien entendu, tout n'a pas été résolu. Beaucoup reste à faire. Mais nous avons engagé le pays sur le bon rail. Et je me suis dit, tant qu'à faire, il vaut mieux continuer. Et pas seulement moi, mais lorsque je regarde la confiance que m'ont renouvelé mes partenaires politiques, je parle d'abord d'eux, parce que c'est avec eux qu'on a constitué cette union sacrée qui, aujourd'hui, est le fer de lance de ma mandature. Je me suis dit, puisque ce ne sont pas n'importe qui, ce sont des leaders d'opinion, des leaders de partis politiques, et lorsqu'ils m'ont renouvelé leur confiance, ça veut dire que je suis dans le bon. Et donc, je peux solliciter à nouveau les suffrages de mes compatriotes. Alors, vous arrivez donc nonobstant le bilan, hein, donc je ne parle pas encore du bilan. Non, d'ailleurs, si vous commencez à parler du bilan, vous allez un tout petit peu tricher parce que cette émission, c'est sur le programme. Le peuple veut savoir ce que vous lui offrez pour les 5 ans qui arrivent. Si vous évoquez le bilan, nous pouvons l'évoquer. Mais notre focus ce soir, c'est d'abord vos idées, votre programme. Et d'ailleurs, c'est ma question. Quelles sont les grandes lignes de votre programme pour les 5 ans à venir, si jamais le peuple vous renouvelle sa confiance? Il se résume en 6 engagements. Le premier, c'est plus d'emplois. Le second, c'est plus de pouvoir d'achat. Le troisième, c'est plus de sécurité à nos compatriotes. Le quatrième, c'est davantage de diversification de notre économie. Le cinquième, c'est davantage d'accès aux services de base. Et enfin, le sixième, c'est le renforcement de l'autorité de l'État par une administration qui est modernisée, et bien organisée, bien structurée. Merci. Nous allons passer à un premier jeu de questions. Nous allons demander, parce que vous avez dit effectivement que vous voulez le pouvoir d'achat, vous voulez les changements des conditions des citoyens, mais il faut bien qu'il y ait la sécurité, qu'il y ait la justice, qu'il y ait la paix. Alors, Jacques Moulouba, vous prenez la parole pour cette séquence. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Depuis plusieurs décennies, la République démocratique du Congo, votre pays, est en proie à une instabilité. Il y a l'activisme de groupes armés, il y a la guerre à l'Est pour le moment, la guerre avec le M23 appuyé par le Rwanda. Et c'est en ce moment-là que vous cherchez à être réélu. Alors, une fois réélu, quel est ce plan Tshisekedi? Quelle est cette recette que vous préparez pour que la guerre puisse cesser et que le pays soit pacifié dans les 5 ans à venir? Merci pour la question qui est très intéressante d'ailleurs.
je voudrais noter d'abord que ça fait près de 30 ans que cette situation existe. Elle n'a pas commencé avec l'avènement de Félix Tshisekedi. Lorsque je suis arrivé aux affaires, j'ai trouvé cette situation et je me suis dit, je vais aller voir mes voisins, surtout ceux qui posent problème. Et point n'est besoin de vous les décrire, pour leur proposer un modèle autre que celui sur lequel on a toujours vécu, c'est-à-dire en se regardant en chien de faïence, se soupçonnant, s'accusant, bref, se détestant même, on va dire, parce que on sent maintenant les tensions entre nos pays respectifs, mais surtout nos peuples respectifs, ce qui serait vraiment dommage parce que nous sommes condamnés à être des voisins à vie. Donc, il ne faut pas vivre en ennemis, c'est mieux de fraterniser. Et donc, je pensais que c'était vraiment la solution. Et l'un de ses voisins, le Rwanda en l'occurrence, pour ne pas le cacher, l'a même vanté, a même accepté, a apprécié cela, et la communauté internationale tout entière d'ailleurs avait apprécié cela. Mais quelle ne fut ma déception, mon désappointement lorsque l'année dernière, en février 2022, on nous poignarde dans le dos. Au début, c'était malheureusement des dénégations, et puis finalement, ça s'est précisé. C'était le Rwanda qui appuyait le M23 dans le but de déstabiliser la République démocratique du Congo. Et ça m'a fait réfléchir sur les raisons, parce que je ne comprenais pas. J'avais proposé de très très bonnes choses. D'ailleurs, rappelez-vous, je ne sais plus, c'était en 2021, après l'éruption du Nyiragongo, du volcan de Nyiragongo. J'avais été remercier le président Kagame à Gisenyi pour avoir accepté de prendre nos compatriotes qui étaient sinistrés, qui fouillaient le volcan. Et lui, à son tour, il m'a rendu la politesse en venant à Goma où on a signé un mémorandum d'entente sur un partenariat dans l'or. C'était vraiment un début qu'on espérait fructueux, avec d'autres expériences. Malheureusement, ce qui est arrivé a fait que nous avons dû renoncer à cela parce que nous avons découvert qu'en réalité, le Rwanda développait des activités illégales dans notre pays, dans le but d'enrichir son économie et de paraître aux yeux du monde comme un pays qui est le modèle de bonne gouvernance, etc., alors qu'il vivait de produits du pillage de nos ressources. Et le tout sur la vie de nos concitoyens. C'est ça qui est inacceptable. On ne peut pas vouloir donner la mort pour avoir la vie. Non, ça n'a pas de sens. C'est là que je découvre tout cela et je me dis la solution à ces problèmes, et je réponds maintenant à votre question, elle consistera en deux volets. Le premier, c'est le renforcement de nos capacités de défense et de sécurité. Le second, c'est la diplomatie. Grâce à la diplomatie, la dénonciation, la sensibilisation, nous avons réussi à obtenir quand même la désignation aujourd'hui du mauvais, du méchant, du Rwanda. Et avec la montée en puissance de nos forces armées, nous allons, au bout du compte, préserver l'intégrité de notre territoire national et nous mettre à l'abri de toute aventure future que voudrait mener un voisin ou quiconque d'autre pour déstabiliser notre pays. Donc voilà dans quoi je suis en train de mener le pays et je suis très confiant, ça marche très bien. Oui, et à court terme, un instant, comme vous avez la question, il y a une question sur les sujets. Et puis vous reprenez la parole, d'accord? Ok, attendez, je vous en prie. Oscar Mbal. Monsieur le Président de la République, vous êtes candidat à votre propre succession. Justement par rapport à la situation, l'insécurité dans l'Est du pays, qui est devenu pratiquement les ventres mous de la RDC. Est-ce que vous avez un plan, un programme à court terme pour mettre fin à cette insécurité? Vous avez dit vous-même que ça a fait plusieurs décennies. Est-ce que vous avez un plan à court terme
pour mettre fin à cette insécurité? Parce que d'autres challengers qui compétissent avec vous, ils disent que dans 6 mois, ils peuvent terminer la guerre dans l'Est. Oui, ce sont des mots. Dans 6 mois, faudrait-il encore expliquer comment on va le faire? C'est facile, ça c'est comme un slogan, on le récite et puis ça suffit. Non, je crois que il faut être sérieux et comprendre que c'est un problème très complexe. Il y a plusieurs phénomènes dans le phénomène. Il y a l'agression de pays voisins avec pillage des ressources de la RDC en prime et massacre de nos populations. Mais il y a aussi un volet conflit communautaire. Au sud Kivu, on le voit, et en Ituri, on le voit aussi. Donc vous voyez, il y a un conflit à plusieurs vitesses là, une vitesse internationale ou régionale, on va dire, et une autre plus interne. Et donc, il faut y aller méthodiquement et de manière tout à fait, j'allais dire, différente, avec des approches différentes. Donc voilà, c'est ça. Nous sommes en train de le faire. Vous avez vu qu'en Ituri, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a encore l'existence de ces groupes armés, Codeco, Zaïre et tout ça, mais il y a moins de conflits intercommunautaires. Nous continuons les efforts de renforcement des capacités de nos forces de défense et de sécurité, parce que c'est comme ça qu'on va maintenir l'ordre. Mais également, j'ai parlé dans mon programme de renforcement de l'autorité de l'État, parce que si vous regardez bien dans ces contrées, souvent, il n'y a pas d'autorité de l'État. Donc c'est cela qui va nous amener à maintenir l'ordre et le vivre ensemble. Alors l'autre volet, c'est plutôt le comportement du voisinage. Mais ça, c'est comme je l'ai dit, il faut sensibiliser la communauté internationale, mais en même temps, être suffisamment dissuasif pour les garder chez eux et les maintenir à l'écart de nos intérêts. Vous reprenez le micro. Oui, Monsieur le Président, vous avez parlé de la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo. Justement, après les opérations de mixage et brassage de triste mémoire, vous êtes arrivé à réformer en dotant donc, les forces armées d'une loi de programmation militaire, justement pour arriver à renforcer cette capacité. Est-ce que vous avez engagé ou vous entendez mener d'autres réformes au sein de l'armée pour justement arriver à de bons résultats? Oui, bien sûr. Mais vous savez que nous avons déjà la loi de programmation militaire, une loi qui n'a jamais été votée dans l'histoire des forces armées de la République démocratique du Congo et qui va permettre à notre armée d'avoir un budget conséquent qui l'accompagnera dans toutes ces réformes. Les réformes existent, donc c'est déjà ça, c'est là la réforme. Et puis l'autre, ce sont les équipements que nous sommes en train d'apporter, la modernisation de notre armée par des formations de top niveau. Et aussi, l'autre but, c'est d'extirper tous les mauvais éléments. Vous avez parlé de brassage, mixage et tout ça. Effectivement, je crois que l'une des raisons de l'affaiblissement de notre armée ont été ces opérations. Ces opérations ont amené des gens qui n'avaient rien à voir avec le service militaire, qui n'avaient rien à voir avec leur présence dans l'armée, et ils ont eu des comportements totalement inappropriés pour j'allais dire des gardiens de la paix, des gardiens de la sécurité. Et cela a jeté un discrédit sur notre armée, mais également a amené une désorganisation de nos troupes, parce que tout le monde allait un peu dans son sens. On n'avait pas une formation uniforme, une vision unique et dans un même objectif. Et donc tout cela est à revoir. Malheureusement, au moment où nous avions commencé cela, c'est là que les Rwandais choisissent de nous attaquer. Donc nous avons dû freiner cette évolution vers les réformes et privilégier plutôt le renforcement de nos capacités, avec évidemment le risque d'avoir des trahisons, comme ça a été le cas
ou des faiblesses, parce que, disons-le clairement, il y a parfois des missions. Donc, nos soldats, il leur arrive des fois de décrocher sur le champ de bataille. Nous allons boucler ce chapitre avec Myriam sur une question. Vous avez une question sur ça? Oui, Monsieur le Président, j'ai une question, celle de savoir aujourd'hui, après le refus de la RDC de renouveler leur mandat, les militaires de la force régionale, l'EAC ont commencé à se retirer. Et après se retirer, une force qui était censée attaquer, qui malheureusement s'est montrée coopérative avec le M23, c'est une déception pour vous? Si c'est une... C'est une déception pour vous, parce que cette force devrait normalement attaquer bien sûr, les M23. Bien sûr, c'est une déception, parce que la force de l'Afrique de l'Est n'a pas du tout respecté le cahier de charge. On a eu Nairobi, puis ensuite Luanda, qui a précisé le cahier de charge. Après le cessez-le-feu, il y avait pré-cantonnement, d'abord à Rumangabo, où on allait procéder au désarmement de ces terroristes du M23, pour ensuite les transporter à Kindu, à partir d'où ils allaient maintenant intégrer le processus de DDRCS. Malheureusement, ils n'ont pas exécuté cela, alors que dans le cahier de charge, on parlait clairement de la contrainte au cas où les terroristes du M23 n'obtempéraient pas. Et au lieu de cela, les forces, les contingents de la force de l'Afrique de l'Est se sont contentés de cohabiter avec ces gens dans les localités qu'ils avaient occupées, et sans du tout aucune répression vis-à-vis. Donc comme si la vie était normale et qu'ils traitaient avec une armée régulière. Alors que les Burundais, qui faisaient aussi partie de cette force, eux, avaient un comportement totalement différent. Chaque fois qu'ils les trouvaient dans une localité, ils les délogeaient, ils en arrêtaient si c'était possible, et ils les livraient à la justice. Donc, vous voyez qu'il y avait un comportement dichotomique dans cette force de l'Afrique de l'Est qui nous a poussé finalement à dire clairement à ces pays frères de nous laisser tranquilles avec nos problèmes, puisqu'ils ne savaient pas les résoudre. Alors, ils devaient nous laisser les résoudre tout seuls. Est-ce qu'on peut dire que les comportements des forces de l'EAC à l'est du pays a remis en cause notre adhésion à l'EAC? Est-ce que vous regrettez d'avoir amené les pays dans cette zone-là? Merci beaucoup d'ailleurs de poser cette question. Je continue de le dire. Je ne regrette pas du tout, parce que je n'ai pas fait cette adhésion, je n'ai pas souhaité cette adhésion à l'EAC pour faire la guerre ou pour avoir le soutien de ces pays voisins pour faire la guerre. Non, c'était surtout pour des raisons économiques. Il y a un pan entier de la population congolaise, celle vivant à l'est, au nord-est, qui dépend économiquement du commerce avec l'Est, avec l'Afrique de l'Est. Et les importations dans cette grande partie de l'Est de la République démocratique du Congo se font via les ports de Dar es Salaam et de Mombasa, entre autres. Et donc, quoi de plus normal que d'avoir les mêmes avantages que les pays de l'EAC? Parce que nos opérateurs économiques étaient désavantagés. Imaginez un peu l'opérateur économique qui bénéficie des avantages douaniers et qui vit à Gisenyi. Gisenyi qui est à un jet de pierre de Goma. Mais lorsqu'il met ses produits en vente, le même produit vendu à Gisenyi est meilleur marché que celui de l'opérateur économique congolais qui le vend à Goma. Et donc, puisque c'est la porte à côté, mais tout le monde serait appelé à aller à Gisenyi pour se ravitailler. Et ça ruine le commerce du Congolais. Donc c'est mais plus que ça aussi. Hein, donc l'intégration régionale, c'est quelque chose de toujours favorable pour le développement. Imaginez si on a des infrastructures qui peuvent nous permettre d'aller et venir, d'échanger des expériences dans le domaine de l'éducation, de la recherche. Aujourd'hui, on parle du numérique dans la téléphonie mobile. On peut avoir une même zone. Il y a plein de choses qu'on peut faire dans une organisation régionale
qui, moi, m'avait attiré parce que je trouvais que c'était très intéressant. On a des pays performants comme le Kenya, qui a une économie florissante, la Tanzanie, etc. Des gens qui pouvaient nous donner ces expériences. Et voilà. Donc, il y avait plein de choses qu'on pouvait faire et qu'on peut toujours faire. Je ne regrette pas. Et malheureusement, bon, la conjoncture a fait que, bon, il y a des dirigeants qui sont là, qui ne comprennent pas les choses comme nous les comprenons. Bon, c'est une conjoncture, ça passera et un jour on vivra la vraie paix. Un autre aspect de vos questions? Oui, justement, M. Félix Tshisekedi, au moment où vous sollicitez le suffrage du peuple congolais, la cohésion nationale est mise en mal avec des conflits intercommunautaires. Je vais vous citer quelques exemples. En Ituri, ce sont les Ema qui, de temps en temps, ne s'entendent pas avec les Lendou. Et si vous allez au Tanganyika, ce sont les Pygmées et les Bantous qui s'entre-déchirent de temps en temps. Au Maïndombe, au Kwango et au Kwilu, ce sont les Teke contre les Yaka. À Chopo, les Ngolo contre les Lengola. Au Olomami, récemment, à Kasumbale, ou à Malemakulu plutôt, ce sont les Katangais avec les Luba. Ça vous met dans quel état d'esprit, vous qui sollicitez le suffrage du peuple congolais? Ça m'attriste, bien entendu, mais ce n'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Rappelez-vous, avant les élections de 2018, il y a eu dans le Maïndombe déjà encore des tueries là-bas, hein, entre Nounou et Tende. Donc, et le conflit dont vous parlez plutôt entre Pygmées et Bantous dans le Katanga, dans le Tanganyika, ça existait. Ça a toujours existé. Rappelez-vous du pogrom des Kassaïens en 1992 au Katanga, donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais moi, je le regrette fortement parce que je suis d'abord et avant tout congolais. Et je me sens partout au Congo, chez moi. Je me sens chez moi partout au Congo. Et je suis triste de voir qu'il y a des gens ici au Congo qui réfléchissent en termes de chez soi et qui regardent le Congolais d'une autre tribu, d'une autre province, comme étant un étranger dans son propre pays. Ça n'a pas de sens. C'est d'ailleurs anticonstitutionnel. Ça n'a pas de sens. Et quelle est votre potion magique, justement? La répression. La répression, il faut de tolérance zéro vis-à-vis de ces comportements-là. Tolérance zéro. Bon, des fois, il faut peut-être une approche pédagogique parce que parfois ça part de problèmes stupides, de limites foncières ou de querelles de voisinage, des choses comme ça. Mais lorsque ça devient, comme c'est le cas à certains endroits, quelque chose de méthodiquement étudié, fignolé, pour arriver à ce résultat, là c'est tolérance zéro, il faut sévir. Mais si ces événements sont instrumentalisés par des politiques. C'est instrumentalisé justement à certains endroits. Quand vous dites tolérance zéro, vous pensez aussi aux politiques. On ne le voit jamais traduit en justice pour avoir incité des populations à la haine tribale. Mais il faut que ça commence. Vous savez, la justice, c'est ça le problème. Vous pensez toujours... J'ai jamais compris ce phénomène. Depuis que je suis à la tête du pays, j'ai jamais compris ça. On pense que la justice, c'est moi. C'est pas moi qui fais la justice. C'est pas vrai. C'est vrai, on m'appelle magistrat suprême. Ce n'est pas un euphémisme. Non, mais c'est un titre honorifique. J'ai jamais. Vous pouvez gracier des gens aussi. Hein. Vous avez le pouvoir de gracier. C'est honorifique. Même de faire arrêter aussi, vous pouvez. J'ai jamais dirigé un procès, sanctionné au cours d'un procès. C'est pas mon rôle. Il y a des spécialistes pour ça. Et c'est pour ça que je me bats pour qu'on ait une justice qui soit vraiment efficace, parce que je crois en cette parole de la Bible qui dit que c'est la justice qui élève une nation. Je crois fermement à ça. Et pour moi, l'état de droit passe justement par l'instauration d'une justice juste, mais surtout efficace dans notre contexte actuel. Myriam, une question en Lingala peut-être? Oui, tata mokonzi mboka na la question pour na bao bazolanda biso na Lingala. Olakaki que mandat na yo otie yango mingi pour na wetali kosilisa insécurité. Ozo silisa premier mandat mboka Congo bato mosusu bakozala na droit ya kovoter yo te na devoir pardon parce que bazali na makoki wana teni na koyebisa na bango. Bon, na kosenga bango bolimbisi pour
ezali mokano nanga te, hein? Ngai nalingaki penza Congolais nyonso azwa occasion ya voter. Mais za mokano nanga te, banguna bakoteli biso, bitumbe kangi biso, soki nalobaki tozelisana nu maponomi, tobimisa banguna na mboka, elinga pesa occasion na banguna misusu toza na bango kati ya mboka awa, ba récupérer situation politiquement, ba ke nango nde misusu. En complicité na bapayao baza ko guide bango. Yango na baki bon, to bundana nu, total neni toko bengana bango avant processus ya enrôlement ici là. Toko quitter pour ndenge na lobaki awa ndenge to kanaki, c'est-à-dire to tiaki motema na force ya Afrique de l'Est que tango bakoya bakokoka siko ko permettre biso to kende na malembe na kosilisa conflit wana to lekisi tango na bango basalelo ko moko te to se retrouver siko bandeko ebele bazana nu na possibilité ya ko s'enrôler te bandeko ya Masisi na ya Rutshuru. Bon, tobi likambote to kende nanu na waponomi to kotala, c'est pas la première fois que ça arrive. Na élection en 2018 bandeko ya na Maindombe pe na Beni ba votaki te. Tango maponomi esili, après ba ko pesa bango occasion, tango kimia ekoti. Toko ça la paix bongo, il y a pas de problème. Ce n'est pas trop tard. Il nous faut une bonne économie pour une bonne politique. Vous aurez donc besoin des moyens pour que votre programme aille de l'avant. Alors, pour que ces moyens arrivent, il faut que l'économie fonctionne. Je voudrais donc demander à mon confrère de droite d'entamer la partie économie, climat des affaires et tout ce qui va avec les questions d'argent. Monsieur le Président de la République, candidat numéro 20 à l'élection du 20 décembre 2023, la RDC figure dans le top 10 des meilleures économies africaines avec un taux de croissance de 8,6, un des meilleurs taux de l'Afrique subsaharienne. Mais les Congolais lambda s'inquiètent du fait que ce taux de croissance, cette progression enregistrée sur le plan économique n'a pas d'incidence sur les paniers de la ménagère. Que comptez-vous faire une fois réélu à la tête de ce pays? Bon, il y a beaucoup de choses à faire, c'est vrai. Vous avez oublié de parler aussi du PIB qui est passé de 40 et quelques milliards à 75 milliards. Bien sûr, le grand défi, ça reste celui-là, celui de matérialiser cela dans le panier de la ménagère. Nous avons des problèmes de pouvoir d'achat. Vous avez vu avec cette dépréciation de la monnaie, nous avons tenté beaucoup de choses. J'ai moi-même dirigé deux grandes réunions de conjoncture avec les autorités monétaires. On a donné des instructions, mais évidemment, cela prend du temps. Et ne vous trompez pas parce que nous sommes dans un contexte où l'État a dû mobiliser beaucoup d'argent pour le processus électoral, beaucoup d'argent pour renforcer les capacités de notre armée. Ça appelle évidemment à des devises et cela a des conséquences sur le franc congolais et du coup sur le pouvoir d'achat. Donc nous sommes conscients de tout ça, mais comme je l'ai dit, c'est une conjoncture. Qu'on nous fasse confiance, nous avons commencé à démontrer par les chiffres que vous donnez vous-même que nous avons une économie qui a été résiliente parce que le monde entier a subi de plein fouet la crise du Covid, mais aussi la crise de la guerre de l'Ukraine, etc. Et notre économie a su s'en sortir, à côté de beaucoup de pays africains qui ont aussi connu des dépréciations plus graves que la nôtre. Nous avons connu 37% de dépréciation monétaire, mais chez les autres, c'est arrivé à 50, 60%. Des économies beaucoup plus fortes que la nôtre en Afrique. Hein, je pense au Ghana, je pense à la Zambie, à l'Angola, ici à côté, qui ont eu beaucoup de problèmes. Donc, je crois qu'effectivement, nous devons continuer les efforts, continuer à stabiliser le cadre macroéconomique, continuer nos efforts. Ça finira par prendre. Nous passerons cette période difficile et
le sourire reviendra. Monsieur le Président, évidemment, Oscar vient de le dire, il y a eu augmentation de la richesse nationale. Et une hypothèse, je ne sais pas, vous allez la démentir ou la confirmer, voudrait que effectivement l'argent entre dans les caisses de l'État, mais l'argent est systématiquement détourné et que vous aurez eu quand même des collaborateurs qui sont passés maîtres en détournement. On parle des millions et ça a donné même le tournis. Hein, ça donne le tournis. Arrêtez de vous en prendre. On parle des millions chaque jour. Vous savez, au Congo, plutôt, oui. J'allais dire, tout le monde est voleur. Ça, j'ai déjà remarqué. La première injure qu'on adresse à un politique, c'est Moïbi. Oh, ah, Moïbi. Sans preuve, mais on dit quand même Moïbi. Attention, n'oubliez pas que nous sommes le régime qui a mobilisé le plus de ressources. Donc ça veut dire qu'on a réduit comment vous appelez ça encore, les détournements. Les détournements des ressources. Ben oui, parce que si on arrive à un budget de 16 milliards, on mobilise davantage de recettes. Parce que la production a augmenté aussi un peu. Hein, ouais, il n'y a pas que le vol. Hein. Oui, mais tout est à notre avantage, tout est à notre... voilà, donc c'est pour vous dire qu'on a travaillé quand même à juguler cela. L'IGF, à qui j'ai donné un pouvoir régalien, a fait un travail énorme, un travail très appréciable. Pourquoi est-ce que vous ne le mentionnez pas? Ça n'existait pas avant. L'IGF existait, certes, mais elle était une coquille vide. Aujourd'hui, grâce à son inspecteur général, Jules Alingueté, on a avancé, on a réussi à juguler beaucoup de mes gestions. Mais évidemment, je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et il y a des solutions, d'autres solutions dans lesquelles on est en train d'aller, le numérique, hein, avec la dématérialisation de l'économie. Je crois qu'elle nous aidera beaucoup. Il y aura moins d'argent qui sortira des mallettes et tout ça. Voilà, dans des mallettes, dans le truc, parce que, voilà. Et puis, rentrer tout le commerce informel, là, quand on va le remettre dans le secteur formel, je crois que tout ça va contribuer à davantage lever les fonds. Tout ce que je demande, c'est qu'on me fasse confiance, parce que la détermination est là et le sens d'orientation est là. Nous savons ce que nous voulons. Nous l'avons déjà commencé. Simplement, on n'a pas eu assez de temps pour vraiment le faire éclore. Vous savez, on a eu un mandat très difficile, 2 ans pendant lesquels on a tergiversé dans cette alliance, cette coalition FCC-Cash qui nous faisait tourner en rond. On allait de conflit en conflit, de discussion en discussion sans jamais en sortir. Puis finalement, quand je réussis à renverser cette majorité, à l'obtenir pour moi tout seul, on tombe dans les conséquences du Covid qui nous amènent en tout cas jusqu'à 2021, l'avènement du gouvernement Samalou Kondé, avril 2021. C'est là qu'on a commencé à faire du travail. Mais jugez-nous à partir de là et regardez les résultats. Moi, j'ai toujours dit au Premier ministre, qui est un homme très brillant, mais tellement modeste que pour moi, c'est le Premier ministre, le meilleur Premier ministre de l'histoire de la République que nous avons eu. Regardez ce que ce gouvernement a pondu en peu de temps. Mais évidemment, à partir du moment où les gens disent « Tozo liaté », ça c'est le mot-clé. C'est ça c'est justement ça l'objectif de toute politique. Bien sûr. C'est d'arriver quand même à donner à manger à la population. La solution, c'est dans la diversification de notre économie. Aujourd'hui, nous sommes une économie d'importation, alors que nous avons des capacités de production ici en interne. C'est ça que nous sommes en train de faire avec l'agenda de transformation agricole. Nous sommes dans des politiques, mais ce n'est pas du jour au lendemain que ça va se faire. Les infrastructures de routes, comme les routes de desserte agricole, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on les construit. Donc c'est du temps que ça prend. Mais l'essentiel, c'est d'y avoir pensé, de l'avoir conçu et de l'implémenter, ce que nous sommes en train de faire. Donc il y aura des résultats forcément reluisants, mais il faut nous refaire confiance. Ça passe par là. Oscar. Et je pense que nous méritons cette confiance parce que nous avons déjà commencé à montrer. Nous sommes en train d'en parler. Oscar, une question? Oui, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, j'ai suivi les 6 piliers de votre programme, n'est-ce pas, des campagnes.
parmi les... mes engagements. Oui, les 6 engagements justement. Bien sûr, oui, c'est des piliers. Parmi ces engagements, vous avez parlé de la diversification de l'économie. Ouais. Et par où allez-vous commencer? C'est la première question. Par où allez-vous commencer s'il faut diversifier l'économie congolaise? Et les Congolais voudraient savoir, ça c'est la deuxième question, si dans le cadre de votre programme, il est prévu la réduction du train de vie des institutions. Parce que, vous le savez, ces institutions sont aujourd'hui taxées des budgétivores et même sujettes à des dépassements budgétaires. Bien sûr. Je vais commencer par l'agro-business. L'agriculture est un domaine dans lequel on peut créer des millions d'emplois directs et indirects. Par la production elle-même, mais ensuite par la transformation. On peut faire énormément de choses. Et les idées sont là. Nous avons le programme d'industrialisation qui consiste à créer des zones industrielles desquelles vont émerger des milliers de petites industries qui vont générer beaucoup d'emplois et de richesses. Donc je crois que la diversification économique, elle va passer par là. J'ai parlé de la transformation dans l'agriculture, mais aussi dans les mines. Vous savez, j'ai mené ce combat lorsque j'ai été en Chine. J'ai rencontré nos partenaires chinois et je leur ai dit, écoutez, je ne suis pas content de ce que nous faisons. Et j'avais le rapport de l'IGF qui disait, depuis que ce partenariat existe, la Chine a engrangé 10 milliards, nous on n'en a engrangé même pas un. Donc on est à 900 et quelques millions. Je dis c'est injuste, ce n'est pas du tout équitable, nous devons revoir cela. J'ai été très heureux de rencontrer vraiment des oreilles attentives et une disponibilité de la part de nos camarades chinois qui ont compris cela et qui nous l'ont reproché quelque part en disant mais nous sommes des partenaires, nous faisons notre part, c'était à vous de faire la vôtre. Vous ne l'avez pas faite. Maintenant que nous avons un interlocuteur qui parle de ça, tant mieux. Nous sommes là pour vous aider. Moi j'ai dit, vous nous accompagnez dans l'industrialisation de notre pays parce que je veux que nos minerais désormais, que notre pays désormais ne serve pas que de terre d'extraction pour qu'on aille vendre nos minerais ailleurs, mais aussi de terre de transformation. On va extraire, on va transformer. Évidemment, on a des défis, notamment énergétiques, infrastructurels, j'ai parlé des routes ici et tout ça. Donc il faut qu'on dote nos localités, bref notre pays, de capacités énergétiques qui puissent nous permettre d'implanter des industries de transformation. C'est ça le défi, qui a un peu commencé avec le programme de développement des 145 territoires, mais qui est appelé à se renforcer parce qu'il n'y a pas que les 145 territoires qui vont apporter eau et énergie et électricité, mais il y a aussi d'autres partenariats avec les Chinois, par exemple, le barrage de Boussanga. Enfin, il y a d'autres partenariats. Donc voilà. En ce qui concerne le numérique aussi, générateur de beaucoup d'emplois, de richesses, de mobilisation de recettes, etc. Ça, c'est aussi un domaine. Et aujourd'hui, nous sommes le premier gouvernement à l'avoir fait, à avoir un ministère du numérique, une agence nationale du numérique. Nous sommes parés aujourd'hui pour attaquer ce phénomène. Et dans les mois à venir, les années à venir, nous créerons des millions d'emplois grâce à ça. Donc vous voyez que l'avenir est plutôt rose et non pas sombre. Parmi les attentes des grands investisseurs dans le monde, il y a cette carence en énergie. On dit que le Congo est un très grand pays, une très bonne destination, mais il n'y a pas d'énergie. Votre gouvernement, vous-même, vous aviez lancé le projet du Grand Inga. Il faut quand même reconnaître que c'est resté un peu dans le domaine des slogans. Qu'en est-il exactement de ce projet? Et auquel projet vous avez associé celui du port en eau profonde de Banana? C'était des projets intégrateurs, vous en avez parlé. Peut-être que nous ne le savons pas maintenant que nous en parlons, mais est-ce que nous pouvons savoir si ça a commencé? Si ça n'a pas encore commencé, est-ce que dans les 6 engagements que vous avez, vous comptez toucher à cela? Oui, bien sûr. Vous avez parlé du Grand Inga, et je ne suis pas d'accord avec vous lorsque vous dites que c'est un slogan. Non, non, pas du tout, on travaille. Malheureusement, il y a eu beaucoup de découragement de nos partenaires avant que je n'arrive aux affaires. Donc lorsque je suis arrivé aux affaires,
j'ai trouvé une sorte de consortium sino-espagnol qui n'avait de consortium que le nom. Parce que lorsque j'ai vu les uns et les autres, ils ne savaient même pas qu'ils existaient en tant que consortium. Voilà, donc on était un peu dans le vide. Là, j'étais, j'allais dire, assez découragé. Et puis j'ai vu quelques intérêts qui se manifestaient, notamment un ancien patron de la Banque mondiale, il est coréen, je crois, qui avait amené un groupe d'intérêts. Mais on a eu des discussions et puis le Covid est arrivé, on n'a pas pu continuer. Puis il a disparu. Puis il y a eu un Australien qui s'est manifesté aussi. Lui, c'était un peu plus accentué. Mais finalement, on n'a pas eu de conclusion intéressante parce que tout simplement, ce n'est pas un constructeur de barrage. Donc lui, il avait une vision au-delà de la construction du Grand Tinga, c'est-à-dire la production de l'hydrogène vert. Mais il se proposait de financer la construction d'Inga. Et alors, son montage n'était pas du tout encourageant, pas du tout motivant. Donc, ça s'est effrité. Mais le sérieux que le pays a commencé à montrer a ressuscité les anciens intérêts, ceux dont je disais qu'ils avaient disparu. Aujourd'hui, les Chinois sont très intéressés. Et, tenez-vous bien, la Banque mondiale aussi nous dit qu'elle est intéressée. Donc les discussions se font pour voir quel montage nous allons faire, mais c'est un intérêt particulier. Et à chacun de ces interlocuteurs, je leur dis, attention, j'aimerais aussi qu'il y ait des intérêts africains. Je pense là à l'Afrique du Sud, par exemple, au Kenya aussi, je crois qu'il avait manifesté ce genre d'intérêt, et peut-être à d'autres États. Mais je voudrais qu'on réserve aussi une place à l'Afrique, parce que le Grand Tinga va desservir l'Afrique. Toute l'Afrique, oui. Voilà. Absolument. Donc, mais le port en eau profonde. Le port en eau profonde, bon, c'était un projet qui datait de l'époque de mon prédécesseur, qui avait été très mal ficelé, très mal ficelé, ça je vous le dis, parce que je l'ai tenu de la bouche du chairman de DP World lui-même, le constructeur, le développeur du projet, qui m'a dit, Monsieur le Président, c'était à Davos en l'année du Covid, là, 2020, juste avant le Covid. Il m'a dit, Monsieur le Président, je suis d'accord avec vous parce que j'avais émis des réserves. J'ai dit, moi, je ne continue pas. Et à ce moment-là, leur contrat s'achevait au mois de mars de 2020. Et je leur ai dit, écoutez, ou on s'entend maintenant, ou bien moi je laisse filer le temps, on est en janvier, mars c'est dans 2 mois, et vous perdez tout. Et je cherche un autre... Alors il m'a dit, Monsieur le Président, vous avez raison. Ce projet était très mal ficelé. On s'est même demandé si ceux qui avaient fait ça étaient des Congolais. Authentique, ce que je vous dis. Je lui ai dit, voilà, ben, moi maintenant, je vous dis, moi je suis Congolais, je veux revoir ce projet, et voilà comment on l'a mis en place. J'ai été reçu à Abu Dhabi, à Dubaï, on a discuté de cela, de la faisabilité. Ça a un peu pataugé au moment des années Covid, là. Et puis finalement, on a bien démarré. Et là, les coups de pioche ont commencé. Hein, donc le projet est en construction. Mais il est en 2 phases, parce qu'il y avait le camp de l'armée navale, là, de la force navale. Il fallait délocaliser. Oui, il fallait le délocaliser. Moi, j'avais demandé qu'on commence d'abord à délocaliser et reloger nos forces navales avant de commencer le grand... Parce qu'il ne fallait pas les mettre à la rue et puis que l'État se retrouve encore en train de devoir... Donc, on va remettre le camp à cet endroit. On les déloge d'abord pour refaire le camp, parce que le camp va rester là. C'est l'entrée d'une grande frontière, donc le camp de la force navale doit être là. Et un peu plus loin, ils vont développer le port. Et c'est sur la bonne voie, il n'y a aucun problème. Oscar Mbal. Monsieur le Président, à vous entendre parler, j'ai l'impression qu'il y a un énorme souci avec les climats des affaires en République démocratique du Congo, des contrats mal négociés. Je voudrais savoir quelles sont les réformes phares que vous préconisez une fois reconduit à la tête du pays à l'issue de ces élections, si jamais vous êtes réélu. Quelles sont ces réformes phares que vous comptez faire
pour assainir justement le climat des affaires en RDC et favoriser les investissements étrangers? Mais déjà, il y a quelque chose d'inédit que j'ai fait depuis que je suis là, c'est de créer une cellule climat des affaires qui est annexée à la présidence. Et ces braves gens, ces braves jeunes gens sont en pointe de l'évolution du climat des affaires, du suivi de l'évolution. Et vous avez d'ailleurs vu, je crois que vous étiez au courant de cet événement aussi inédit qu'on a organisé sur le baromètre du climat des affaires, qui consistait à réunir tout le parterre économique de la République démocratique du Congo, donc le public et le privé, pour analyser ensemble l'état de la situation et donner une évaluation à l'évolution de la situation du climat des affaires. Et c'est ce que je tiens à accentuer, évidemment, parce que cette cellule, c'est vraiment un vrai baromètre qui est à mes côtés, un vrai miroir qui me permet de lire à travers le travail qu'elle fait, l'avancée ou la situation du climat des affaires en République démocratique du Congo. Et elle est très bien outillée et elle me donne de bonnes orientations pour ce faire. Donc je compte simplement continuer à lui faire confiance et à travailler de pair, parce que vous savez que c'est une affaire de collaboration, le climat des affaires. Nous devons travailler de pair avec le public et le privé. J'ai toujours dit que nous ne devons jamais considérer le privé, c'est ça l'erreur qui a toujours été commise par l'administration publique ici chez nous, c'est de considérer les opérateurs privés comme des vaches à lait qu'il fallait presser à tout point de vue pour s'enrichir. Et du coup, eux, ils ont un réflexe de défense, ils utilisent soit la corruption pour échapper ou la fraude pour ne pas être taxés. Donc, il faut d'abord travailler à ramener la confiance et à rassurer tout le monde et à avancer pour que tout le monde comprenne que nous avons un seul et même intérêt, c'est la République démocratique du Congo et son développement. Plus ce pays se développera, mieux ça vaudra pour les affaires, les opérateurs économiques. Et c'est mon souhait. Monsieur le Président, il y a un de vos prédécesseurs qui disait à l'époque qu'il n'est pas facile d'être le Zaïre. À l'époque, c'était le maréchal Mobutu, parce qu'il avait conscience... Je le constate aussi. Ah, oui, oui. Il avait découvert que diriger ce pays, c'était une équation à plusieurs degrés, à plusieurs inconnus. Vous y êtes et nous n'allons pas vous demander de tout nous dire aujourd'hui. Secret d'État peut-être oblige, mais ça nous amène à la diplomatie. Ça nous amène à notre place en tant que nation dans ce monde où il y a tout des convoitises, où le Congo est perçu toujours sous un regard. Alors, je vous poserai la question plus tard, mais je voudrais demander à notre consoeur Myriam de poser des questions sur la diplomatie, mais quand même de le faire en lingala, parce que les lingala reste une langue dans laquelle nous pouvons aussi critiquer les étrangers. Hein? Vous pouvez poser la question en lingala, ce sera entre nous. Pardonnez-moi, madame. Je vous en prie. Vous ne croyez pas si bien dire. Vous savez, j'ai lu quelque part, je ne sais plus où, que la République démocratique du Congo faisait partie des 5 pays les plus difficiles à diriger au monde. Les 5 pays les plus difficiles à diriger. Pourquoi? Et vous saviez qui était avec nous? Non. Qui est avec... les autres pays? Oui. C'est l'Afghanistan, oui. l'Irak. Voilà. Non, mais quand même... C'est pour vous dire que nous sommes vraiment en train d'accomplir des actes héroïques, là. Myriam, je vous en prie. Madame, pardonnez-moi. Je vous en prie, monsieur Tshisekedi. Tolingi Koyeba, Erosi Bokonzisika, Olobi Narokende Libanda pour na partenaire, pour na vendre image à RDC jadis terni, et puis pour na kozongi sa RDC na concert des nations, balba écoute que non, diplomatie agissante. Est-ce que les lots, voyage nyo so sali, bisika yo so koti, pour na en faveur à RDC, et Botimbouma.
ce qui est beauté, est-ce que ce qui population est confié le prochain mandat, ou que procéder na ndengi wana après prestation un serment na yo to banda komona yo zuba pe police sotamboli mokili mobimba? Non, après prestation en serment, on retient plus accent na mboka parce que tu vends ici déjà Makambo, ça ne sert plus à rien. Il y a Kobima. D'ailleurs, au Moni, si on botali bien, dernier mois où on a bimi sous mingité parce que les alagi sous pendant na importance ndenge zaki na ngote. Ba oyo balobi o baloba likambo voyage. Ezande kozanga koyeba. C'est normal, baza aux affaires. Ngamunaza na cabine ya pilotage. Ngamuna yebi. Makamuni ne kana mboka pourquoi il faut nabima. Et nakoko loba déjà que kobima o nabima wana nde sauva Congo na ba crise oyo bomoni to traverser oyo ya ba Covid na ba Ukraine. Pourquoi Congo a résisté? Grâce aussi na soutien à ba partenaire na biso. Mais et kokako ça les maté so inabima ité. Parce que Congo image to zaka ko pesa. Ezaki ya mboka moko ya batu baza conscienté. Mais vous vous imaginez pays mobimba toza na voisin azozwa or, azozwa coltan, azozwa 3T, ba minerai ezo te kama makasi na libanda. Pe azokendo se présenter kuna keza ya yebandimie alors que ba yebi bien que uta na Congo. Mais vous vous imaginez niveau bazaro zo biso. Donc bazo qui bateau ba vraiment ba inconscient dit tant qu'à faire tous on a biso bino ba Rwandais boya kana mo parce que bateau na ba comprendre rien. Donc il fallait qu'on change paradigme wana. Ko la ki sabango que non. Congo ezape na bana nango baza bana ya Congo balingi Congo pe balingi ko sala de sorte que Congo est tombouama. Ba comprendre le message wana. Mais pour ça il fallait qu'on luka batu parce que c'est ça la communauté internationale. La diplomatie c'est ça. Malheureusement diplomatie ezali ba contact. Ba ko sa ote mama. Diplomatie elingaka chaise vide te. Soki yo oza muto chaise vide, oza muto benga oni charisme. Soki oza muto ba jeu na diplomatie simbate. Diplomatie, il faut qu'on solo là. Il faut échanger, il faut développer ba amitié. C'est ça qui nous a aidés. Et moi je suis fier. S'il fallait recommencer, on recommencer. Mais et je voudrais vous dire maman, ba voyage on les a plaisir te hein. Pour osana idée te ya ndenge na kembaka. Ba heure à vol, tamso koma boye ba parce que lobby ezo ba na 8h du matin, yo koma ba 2h, 3h du matin, fatigue à voyage, mais il faut kende, il faut solo là. Bah c'est pas facile. Donc vraiment ça ne ngai vraiment si c'était que bon proposer les logo monsieur n'engana pona et logo ana que ba voyage c'est éprouvant. Mais monsieur le président, même partenaire wana baza ko financer Rwanda ou azali pays agresseur et RDC. Moi tu bazo jouer double jeu. C'est pour ça que nazo le banayo likambo yo ezali et oumeli depuis 30 ans. Pendant 30 ans tozaki absent. Webi frazo na auto lobano na yoka kiango et pas ya sous-secrétaire d'État américain on a yambaki wa je sais plus il y a quelques mois na tangoye na lobeli na quand on est bana bozo soutenir boye vraiment batu bazo koufe pa na ngai ça fait bozo le génocide ya Rwanda na ya 94 d'accord mais chez moi ça fait près de 10 millions qui en parle bino tout boza complice. Donc na moni penza mama ningani ayebisinga bi Monsieur le Président, c'est normal. Pendant 30 ans, nous n'avions pas d'interlocuteur dans votre pays. Ça l'analyse à phrase, on va comprendre ce que ça veut dire. Voilà. Moulouba, Jacques Moulouba, on passe à un autre thème. Vous avez la recherche scientifique et les capitales humaines, c'est vous qui avez ce thème-là. Merci beaucoup, je crois, Oli, vous allez me laisser un peu de temps, puisque ici nous parlons maintenant du social. Posez vos questions. Monsieur le Président, nous allons parler de l'enseignement, l'éducation, la gratuité de l'enseignement. Et laissez-moi évoquer quelques chiffres, puisque la gratuité, elle est opérationnelle
elle est palpable, même s'il y a d'autres qui n'y croient pas. Mais avant que vous... Il y a encore des gens qui n'y croient pas. Oh, tout à fait. Avant que vous ne preniez le pouvoir, il y avait 14 319 437 élèves. Ça, c'est avant 2019. Quand vous avez instauré la gratuité, aujourd'hui, on est à 20 441 415 élèves. Une augmentation de 6 121 000, donc près de 7 millions, et un taux de 43%. Il y en a qui ne croient pas. Mais la question, c'est pas celle-là. La question, c'est que... Les chiffres sont là. Oui, malgré ces chiffres-là, mais ça n'a pas été accompagné par les infrastructures scolaires devant abriter ces élèves-là. Ouais. Donc, il y a un hiatus entre le nombre d'élèves qui sont pris en charge et les conditions de leur accueil ou de leur hébergement dans les écoles. Alors, une fois réélu, vous allez changer de paradigme puisque ça ne marche pas en termes d'infrastructure. Vous allez laisser. Ça, c'est vraiment un faux procès. Ça. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus important? D'apprendre à nos enfants l'ABCD de la vie, ou bien de les mettre d'abord, de construire d'abord des écoles et puis ensuite venir leur apprendre ça? Non. Moi, je crois que dès la première occasion, parce que là, on parle d'enfants, hein, parce que les gens ne comprennent pas, hein, ce sont des enfants qui sont normaux comme tous les autres enfants, mais qui n'ont pas droit d'accéder à l'école. Ils voient leurs petits camarades partir à l'école. Eux restent à la maison parce que papa n'a pas d'argent, maman n'a pas d'argent pour qu'ils fassent comme les autres. Vous vous imaginez la frustration d'un tel enfant qui va grandir analphabète, inculte, et vous pensez qu'un tel enfant, il va devenir... C'est quoi son avenir? Mais il s'en prendra à la société. C'est comme ça qu'on a les Koulouna, les Chégué et tout ça. Parce qu'à un moment donné, l'État était absent. Donc moi, je pense qu'il faut d'abord privilégier l'éducation. C'est vrai que nous sommes victimes du succès de cette mesure, parce qu'aujourd'hui, on a des classes de 100 élèves et tout ça. Ça va, d'accord. Mais au moins, c'est 100 élèves qui vont entendre A, B, C, D, 1 plus 2, 1 plus ceci, voilà. Ils vont apprendre quelque chose. Maintenant, puisqu'on n'a pas les moyens, des moyens colossaux, mais nous les développons au fur et à mesure. J'ai parlé ici économie, comment est-ce qu'on va diversifier notre économie, mobiliser davantage de recettes. Le défi, il est celui-là. Et nous avons commencé. On n'est pas en train de vous raconter des histoires ici. Nous avons déjà construit près de 3000 écoles déjà. Dans le cadre du plan du PDL 145, on a déjà construit un peu plus d'un millier d'écoles. Dans le cadre de la politique gouvernementale elle-même, EPST, on a construit aussi 1 millier d'écoles. Et dans la coopération avec les partenaires, on est à 150 et quelques écoles. Donc ça va continuer. Mais ce sont des infrastructures, c'est pas... comment je dirais moi, c'est pas quelque chose qu'on va sortir de terre du jour au lendemain rien que par un claquement de doigts. Non, ce sont des infrastructures, ça se construit, ça prend du temps. Et surtout que notre pays est vaste et parfois il y a des localités qui sont difficiles d'accès, les routes et tout ça. Donc il faut développer tout ça. Les gens, je comprends qu'ils soient impatients. Mais ce n'est pas Félix Tshisekedi qui a dirigé ce pays depuis 1960. Donc, moi, je ne fais qu'arriver, qu'ils me laissent le temps, c'est tout ce que je leur demande. Je partirai de la tête de ce pays en ayant laissé, en tout cas, à mon successeur, vraiment une situation qui lui permettra de continuer toujours dans le bon. Moi, c'est tout ce que je demande, c'est ça. Mais en tout cas, on est sur le bon parce qu'on est à plus de 3000 écoles construites déjà à ce moment. Couverture santé universelle avec comme première réalisation, si on peut parler en ces termes, la gratuité de la maternité. Et si on doit se rendre compte qu'il y a 516 zones de santé en République démocratique du Congo qui devront bénéficier justement de cette couverture santé universelle ou de la gratuité de la maternité. Et si on doit se rendre compte qu'à Kinshasa, on a besoin de 200 millions de dollars pour réussir la gratuité de la maternité,
est-ce qu'on aura les financements, Monsieur le Président, pour arriver à couvrir les 516 zones de santé? Est-ce qu'avec un budget de 16 milliards de dollars américains, on va réussir ce projet? Est-ce que ça ne sera pas du bluff pour les 5 ans à venir? Non. D'abord, je ne crois pas à ce que vous dites sur les 200 millions. Non, c'est beaucoup moins. On doit être dans les 40 et quelques millions pour cela. Mais nous sommes la République démocratique du Congo. Pays potentiellement riche. Et nous venons de parler ici des fuites de capitaux, etc. Donc, en retenant ces capitaux, en faisant un bon usage, une bonne gestion des affaires de l'État, on peut mobiliser ces fonds. Il ne faut pas toujours se mettre dans la peau de pauvres gens. Non, moi c'est ça que je refuse. Le Congo n'est pas pauvre. Les Congolais ne sont pas pauvres. Moi je refuse ça. Nous sommes un grand pays et nous allons le démontrer. Nous allons capter cet argent, nous allons le mettre au service de la nation, du peuple congolais, pour le bonheur du peuple congolais. Et c'est le défi que je vous lance. Qu'on me donne simplement ce deuxième mandat et vous verrez, non seulement on va maintenir cette politique d'accouchement gratuit parce qu'on a visé cette couche de notre population, parce que c'est là qu'il y a le plus grand taux de mortalité, chez les mamans et chez les nouveau-nés. C'est eux qu'on a voulu privilégier. Mais non seulement on va faire cela pour toutes les mamans et tous les nouveau-nés de la République, mais on passera à d'autres. On va développer la couverture santé universelle. C'est possible. Dites-le vous, c'est possible parce que nous sommes la République démocratique du Congo. Attendons voir, Monsieur le Président. Bien sûr. L'article 48 de la Constitution parle de l'accès à l'eau potable et en électricité, l'accès gratuit, mais on n'en est pas encore là. Mais en ce qui concerne l'eau, l'accès à l'eau potable, récemment, les DG de la Régie des eaux a avancé des chiffres. Depuis que vous avez pris le pouvoir, ça fait 11 millions de Congolais qui ont eu accès à l'eau potable. Mais malgré ces nombres-là, le taux est toujours inférieur à 40%. En ce qui concerne l'électricité, j'en arrive, Monsieur le Président. En ce qui concerne l'électricité, vous avez avancé les chiffres de 20%. Quand je suis venu, on était à oui, de 9 à 20%. Moins de 10% de couverture, on est à... Et des chiffres confirmés par l'ANSER. Mais aujourd'hui, laissez-moi vous dire qu'il y a une coalition, la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique, qui dit que les chiffres avancés par l'ANSER ne reflètent pas la réalité sur le terrain. Au regard des chiffres avancés par la Banque mondiale, un taux de 20,8%, et vous avez parlé de 20%, à la COP27 c'était 14%, et cette coalition, elle parle de moins de 10%. Qui dit vrai? Lorsque moi je suis arrivé, je me contente, je n'avais aucun instrument de mesure, je me contente des spécialistes qui sont là, qui gèrent la question, qui m'ont dit, vous savez, le taux de couverture, Monsieur le Président, dans ce pays n'atteint même pas les 10%. J'ai dit, ah bon, c'est vrai ça? Ça, on est en 2019, je crois. J'ai dit, bon, on va batailler ferme pour le lancement Et d'ailleurs, à ce moment-là, j'ai lancé le programme Mwinda. C'était à ce moment-là. Au moment où je lance le programme Mwinda, j'ai pris de mes propres ressources de la présidence et j'ai donné l'exemple, montré l'exemple en mettant là-dedans. Et ensuite, j'ai formalisé la direction de l'ANSER et j'ai développé des partenariats aussi. Donc l'un dans l'autre, on est arrivé à peu près 20% de couverture. Mais on va se dire, bon, ceux qui le disent là, ils ont de quoi prouver ceux qui avancent. Donc c'est chacun qui avance ses chiffres. Mon objectif, c'était qu'à l'horizon 2030, on soit à 70% de couverture. Et parce que, évidemment, j'ai demandé aux spécialistes qui m'ont dit, si ça ne tenait qu'à moi, on serait à 100%. Mais évidemment, j'ai demandé aux spécialistes, ils me disent, au rythme où l'on va, à l'horizon 2030, on sera à 70%. J'ai dit, bon, tant qu'à faire, je prends. On part de 9%, je vous signale. Donc, tant qu'à faire, on y va, on avance. Aujourd'hui, on a plusieurs possibilités. Nous avons près de 800 sites dans le pays où nous pouvons développer de l'énergie hydroélectrique. 800 sites.
Nous avons un pays ensoleillé où le soleil brille du 1er janvier au 31 décembre. Donc nous pouvons générer de l'énergie solaire grâce à notre environnement, notre agriculture, on va dire, etc. On peut aussi générer de l'énergie d'une certaine manière. Donc, nous avons des tas de pistes sur lesquelles nous pouvons couvrir le pays tout entier et dans une vitesse plus rapide même que ce qui était prévu par certains spécialistes. Et moi, c'est le défi que je me donne. Je pense qu'à l'horizon 2030, enfin 2028, pour ceux qui me concernent, si je suis réélu, je crois qu'on sera très loin. Monsieur le Président, il y a quelques mois, vous êtes parti à Londres, vous avez lancé ce principe-là de Congo Pays Solution. Nous sommes donc là dans la question stratégique du climat, dans la transition énergétique et numérique. Aujourd'hui, le Congo semble être au cœur d'un dispositif mondial pour résoudre des problèmes de la planète. Mais nous avons l'impression qu'ici au Congo, nous ne sommes pas encore à la mesure du défi attendu par le monde sur nous. Pourquoi? Alors, c'est la question que je vous pose. Non, c'est votre impression, ce n'est pas la mienne. Très bien. Mais alors, quelle est votre politique dans les 5 ans qui viennent pour que nous puissions répondre aux défis que le monde attend de nous? Le monde attend de nous quoi? Le monde attend de nous que nous puissions conserver nos forêts parce que ces forêts participent au combat contre le réchauffement climatique. Mais le monde attend aussi que nous puissions produire le lithium parce que ce produit va participer à la mise en place des batteries. Ça fait beaucoup d'enjeux. Comment vous comptez combiner tout cela, conserver la nature, conserver le climat, en même temps permettre aux populations de vivre de tout cela? On peut peut-être arriver au point qu'à la fin, tout le monde s'est servi sauf la population. Non, ça n'arrivera pas. D'abord, je dois vous dire que nous sommes un pays, comme vous l'avez dit, qui a des atouts, lesquels atouts d'ailleurs sont, j'allais dire, sont parlants. Donc, à eux tout seuls, ils parlent. On n'a même pas besoin de les vanter. Nous avons aujourd'hui, nous avons 60% du bassin des forêts tropicales du bassin du Congo, donc nous avons 60, un peu plus de 60%. Et le bassin du Congo est devenu le premier poumon au monde. On dépasse même l'Amazonie maintenant, oui, selon certains chercheurs, certains scientifiques. Et donc ça doit se capitaliser. Malheureusement, nous avons eu des engagements qui ne sont pas respectés de la part de la communauté internationale, qui devaient aider justement des pays comme les nôtres, qui ont des atouts aussi considérables, à pouvoir préserver ces forêts. Parce que c'est un patrimoine mondial maintenant. C'est grâce à ces forêts qu'on n'a pas de scandale climatique. Il y en a déjà aujourd'hui des catastrophes, mais grâce à nos forêts, on maîtrise encore certaines choses. Or, il y a des populations qui vivent de la déforestation, parce qu'elles se chauffent avec le bois, elles cuisinent avec le bois, elles construisent des habitations avec le bois, etc. Donc elles déboisent. Je ne parle pas de l'activisme armé, comme de ces forces terroristes du M23, tout ça, dans le parc de Virunga, etc., qui vivent aussi en déboisant et en détruisant la biodiversité, qui contribue aux choses, à rassurer le monde, à lutter contre le réchauffement climatique. Mais bon, la communauté internationale avait pris des engagements, elle doit les respecter. Pour que nous puissions, à notre tour, offrir à ces populations d'autres moyens que celle d'utiliser les forêts, et même que nous puissions renforcer ces forêts en reboisant. Donc voilà. Et malheureusement, ce n'est pas le cas.
Et je me suis toujours posé cette question, celle de savoir, mais où va le monde? Des scientifiques, tout le monde est unanime aujourd'hui pour dire que le monde court un danger, cette histoire de réchauffement climatique, et elle a commencé à montrer ses effets, est très dangereuse pour le monde. Mais le même monde qui a promis de mobiliser les moyens ne le fait pas. Est-ce que le problème est de notre côté? Peut-être, parce que vous savez, et vous avez raison lorsque vous avez parlé tout à l'heure de est-ce que ça va vraiment arriver à la population et tout ça. Moi, je crois que c'est ça. Malheureusement, c'est ça qu'on nous colle, surtout nous Africains, comme image. Ce sont des voleurs, des détourneurs, des magouilleurs. Et cet argent n'arrivera pas, ne fera pas cela. Moi, c'est triste à dire, mais je crois que c'est à nous maintenant de travailler, de faire des structures qui soient suffisamment parlantes, suffisamment convaincantes pour amener ces gens à respecter leurs engagements. C'est pour ça que depuis quelques mois, j'ai désigné une spécialiste climat, une envoyée spéciale climat, qui est dédiée uniquement à cette tâche, celle de faire les structures qui soient suffisamment convaincantes pour amener la mobilisation de ces ressources. Et nous avons aussi, ça c'est le cas de le dire, une excellente ministre de l'Environnement, Madame Eve Zaïba, qui se bat très bien sur tous les points. Vous avez vu comment elle nous a représenté à la dernière COP 28, qui se bat sur tous les fronts pour mobiliser ces ressources. Et je suis convaincu que ça finira par payer. Ils finiront par nous prendre au sérieux, nous respecter et respecter finalement leurs engagements. Nous allons vers la fin de cet entretien progressivement. Est-ce que votre engagement, les 6 piliers, avez-vous un chiffre à offrir? Est-ce que le projet de gouvernance, le programme que vous allez mettre en place, est-il chiffré? Si possible, pouvez-vous nous avancer un chiffre global pour les 5 ans? En 2018, lorsque je suis arrivé aux affaires, enfin non, avant d'arriver aux affaires, j'avais présenté un programme qui disait que je passerais après le premier mandat, si je me souviens bien, à 85 milliards. Milliards, oui, oui. Si je me souviens bien. Mais vous voyez que les aléas de la vie ont fait que... Vous n'osez plus vous avancer sur un chiffre. Je n'ose plus donner des chiffres parce que le Covid est arrivé à tout foutu en l'air, la guerre de l'Ukraine, et nous avons encore une guerre, nous, à régler. Je n'ai pas envie de m'engager sur des chiffres, mais ce dont je suis certain, c'est que nous progresserons, ça c'est sûr. Les chiffres, c'est de la propagande, c'est bien d'en donner, mais en même temps, lorsque on ne les atteint pas, ça devient une conséquence fâcheuse. Donc ce dont je suis sûr, c'est que nous sommes partis pour progresser. N'eût été la dépréciation de la monnaie maintenant, on serait peut-être à 20 milliards de budget cette année. Mais bon, on ira crescendo. Lorsque nous allons dématérialiser avec le digital, je suis sûr qu'on fera un bond net en avant. Lorsque nous allons diversifier mêmement, maintenant les spécialistes pourront nous dire à ce moment-là quelles seront les prévisions. Mais à ce stade, ce qui m'intéresse moi, c'est de faire évoluer le pays d'abord. Nous allons prendre les toutes dernières questions. Donc vous allez vous concentrer pour prendre une seule et unique question. Elle doit être extrêmement courte, pas d'explication, juste la question. Et puis notre invité va répondre et puis nous allons clôturer cette émission. Si vous êtes d'accord avec moi, allez-y Jacques Moulouba. Oui, une question en rapport avec le social, la toute dernière qui me restait. C'est en ce qui concerne les agents et fonctionnaires de l'État. Depuis que vous êtes aux affaires, on a avancé les chiffres de 300 000 qui sont mécanisés, reconnus, payés. Nouvelles unités, oui. Oui, 10 000 sont retraités. Mais malheureusement, Monsieur le Président, dans les 5 ans à venir... Et avec une retraite garantie. Oui, une retraite avec honneur, tout ça, avec paiement. Oui, ça c'est bon. Mais dans les 5 ans, qu'est-ce que vous comptez donner à ce fonctionnaire, puisque en termes de salaire, au terme plénier, au sens plénier du terme, ils n'ont pas un salaire, les agents fonctionnaires de l'État, c'est-à-dire calculé en termes d'allocation familiale, logement, soins de santé, ça n'existe pas. Alors, dans les 5 ans, ils vous écoutent, qu'est-ce que vous pouvez leur promettre? Vous savez,
Très bien, c'est vraiment une très, très bonne question, M. Moulouba. Vous posez là vraiment une question fondamentale, qui n'appartient pas qu'au seul président de la République. Ce sont les fonctionnaires d'État qui accompagnent l'État à produire, à générer des ressources. Donc, c'est notre affaire à tous de se mettre au travail, générer ces ressources pour ensuite les répartir ou les redistribuer de manière à ce que tout le monde se retrouve. Et dans ce pays, on a été en panne de ce processus depuis de longues décennies. Donc nous devons refaire tout ce système. Mais on le refait avec des ressources, on le refait avec des moyens. Je ne peux pas commencer ici à donner des promesses creuses en disant oui, mais vous allez voir, réalisez-moi, ce sera fait dans la... Non. Parce qu'aujourd'hui, j'ai la réalité des choses. Il y a 5 ans, j'aurais peut-être répondu facilement à cette question en disant mais oui, vous allez voir, on va le faire. Comme j'entends des gens aussi aujourd'hui dire ils vont créer 5 millions d'emplois parmi mes concurrents, là, 5 millions d'emplois par an. Il y en a un qui dit il va finir la guerre en 6 mois, d'autres qui disent, enfin bon, bref. Budget de 300 oui, il y en a même qui arrivent à 300 milliards et tout ça. Bon, c'est leur problème. Quand ils seront en face de la réalité, j'espère qu'un jour ils y arriveront, ils vont déchanter. Je crois que il y a une chose que les Congolais doivent comprendre et qui est très importante. Le Congo ne se reconstruira pas par un seul homme, mais c'est par tous les Congolais. Mais suivant la vision d'un seul homme. Et cet homme, c'est le candidat numéro 20 qui parle et dit nous devons nous donner la main, mettre de côté toutes nos antivaleurs, les querelles tribales, la corruption, l'impunité, tout ça, nous donner la main pour l'amour du Congo et des Congolais. Et c'est comme ça que nous allons réussir à reconstruire notre Congo, à générer des ressources et à le faire avancer. Parce que si tout Congolais réfléchit en termes de bon, Ngapé Fonalia parce que je suis arrivé à cet endroit-là, mais on n'y arrivera jamais. Les fonctionnaires ne seront jamais contents parce que on parle de corruption aussi à ce niveau-là. Hein. Vous savez, on dit il y a la grande corruption et la petite corruption. La petite corruption, c'est celle qui est la plus nuisible et c'est celle qui se passe au niveau de l'administration. S'ils ne nous aident pas à juguler cela et à nous mettre au service du Congo et des Congolais, nous n'y arriverons pas. Et ce n'est pas la bonne volonté, la détermination du président Félix Tshisekedi qui résoudra le problème. Donc, on doit, les fonctionnaires, ce sont les juges, les magistrats, les fonctionnaires, ce sont les enseignants, les fonctionnaires, ce sont les médecins, les fonctionnaires... Voilà, c'est tout ça, la fonction publique, c'est tout ce monde-là qui contribue à mobiliser les ressources pour que le pays aille de l'avant. Si on ne se met pas dans le bon sens des choses, on n'y arrivera pas. Oui, Monsieur le Président, vous êtes en train d'achever votre premier mandat. Pensez-vous que vous l'achevez en position délicate sur le plan de la justice parce que le fonctionnement de la justice aujourd'hui est en contradiction avec l'état des droits que vous prônez? Non, je ne suis pas d'accord avec vous, madame. La justice n'est pas... Si vous m'aviez posé cette question il y a peut-être un an, je vous aurais dit oui. Mais je crois qu'avec les dernières réformes, la justice a fait quand même un bond en avant. Et ça, je l'entends chez les magistrats eux-mêmes, qui me disent aujourd'hui, il y a la peur du gendarme. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a la chambre, c'est une chambre de sanctions, on va dire, sur le comportement des magistrats eux-mêmes. Et depuis lors, d'ailleurs, on en a déjà condamné. Il y a des magistrats qui ont été condamnés. Aujourd'hui, il y a une certaine peur du gendarme au sein de la magistrature. C'est vrai que tout n'est pas résolu, c'est vrai, mais il y a une évolution constante. Et je profite de l'occasion pour féliciter le président du Conseil supérieur de la magistrature actuel qui a eu vraiment une vision conforme à la mienne et qui a fait les choses telles que je les voulais. Je sais maintenant que les habitudes s'étaient installées, les habitudes ont la dent dure, mais ça évoluera dans le bon sens. Merci. Dernière question. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous poser la dernière question. Ouais. Justement, j'ai à suivre de près les différentes conférences de gouverneurs que vous avez eu à présider à travers le pays. Vous avez lancé une réflexion surtout sur les crises récurrentes entre les exécutifs provinciaux et les assemblées provinciales. Vous avez lancé la réflexion. Est-ce que vous pensez
si les Congolais vous accordaient un second mandat, de changer certaines dispositions de la Constitution? Oui. Oui. Pas pour la limitation des mandats, hein, rassurez-vous. Rassurez-vous. Mais non, mais par rapport à la gestion de nos territoires, provinces et tout ça, je crois que oui. Moi, je suis pour un retour à l'ordre ancien, c'est-à-dire la nomination des gouverneurs. Ce sont des grands commis de l'État. Aujourd'hui, on dit que le gouverneur est le représentant du président de la République dans la province qu'il dirige. Mais si le président est déjà élu, pourquoi est-ce que le gouverneur doit être élu? Le président qui est élu, il a une vision, il doit désigner les grands commis de l'État qui vont accompagner sa vision. Et de préférence que ce soit des gens qui ne soient pas originaires des provinces qu'il dirige, comme c'était dans le bon vieux temps. Et cela a d'ailleurs permis de raffermir l'unité nationale. L'idée d'une nation, bien que ça avait été un peu politisé avec le impair parti-État et tout ça, mais au moins, on avait moins de problèmes qu'aujourd'hui. Regardez aujourd'hui ce qu'il y a. Lorsque vous allez dans une province donnée, pour désigner déjà le gouverneur, il y a des considérations tribales qui rentrent en compte. Le gouverneur est de telle tribu, donc le président de l'Assemblée provinciale, lui, doit être forcément d'une autre. On ne peut pas reprendre le même, etc. Quand vous allez dans les provinces elles-mêmes, dans les gouvernements, etc., là, maintenant, c'est le clanisme. C'est plus le tribalisme, c'est le clanisme qui ressort. Ah oui, mais on a eu des gens de Kabea-Kamwanga, maintenant, ça suffit, il faut pas... Voilà, ça devient insupportable, ça divise le pays, ça divise le peuple congolais, et moi, ça m'attriste. Je ne veux pas voir ça. Pour moi, il faut qu'on revienne à la méthode ancienne, en attendant, évidemment, qu'on acquiert une culture politique digne de gens qui peuvent comprendre que on doit se positionner au-delà de nos tribus, de nos origines. Nous sommes d'abord des Congolais avant tout. Et peu importe d'où nous venons, mais nous sommes d'abord des Congolais. Nous appartenons à la mère patrie qui est la République démocratique du Congo. Et c'est ça notre tronc commun. Et ce n'est pas nos tribus, c'est pas nos... Et ça va nous éviter beaucoup de choses. Donc moi, je suis pour la révision constitutionnelle, enfin certaines dispositions de la Constitution pour ce genre de choses. Monsieur le Président, nous arrivons à la fin de ce parcours. Hein. Nous avons atterri, maintenant nous allons atterrir. Avant que vous nous donniez votre message, parce que je voudrais préparer un message pour la population, pour que vous lui disiez, en regardant dans les yeux, pourquoi il devra voter pour vous. Et avant cela, laissez-moi vous poser une petite question qui m'a été suggérée par un des plus grands dramaturges de notre pays, M. Katendekach, qui m'a dit, M. Kalengai, et ça fait une année qu'il m'en parle, M. Kalengai, quand vous aurez l'occasion, moi je n'en aurai pas, de voir un des candidats présidents de la République, demandez-lui, dites-lui que quand il aura le pouvoir, qu'il élève le ministère de la Culture en vice-primature. Parce que le mal congolais réside dans le fait que notre culture n'est pas suffisamment promue. Nous avons toutes les solutions à toutes les crises dans la promotion de notre culture. Il me l'a dit et ça fait un bout de temps, j'ai l'occasion de vous transmettre sa suggestion. Je vous la transmets. Merci. Mais ne faites pas comme la transmettre. J'espère qu'un jour, vous me donnerez l'occasion de rencontrer cet éminent... Katendekach, oui, le plus grand dramaturge. Cet éminent dramaturge, oui. Pour que je discute de ça avec lui de vive voix. Je ne crois pas que c'est parce qu'on devient vice-premier ministre qu'on a plus de pouvoir que d'autres. Je gère le gouvernement. Je vois ces débats. Tout le monde est logé à la même enseigne. Ce n'est pas parce qu'on est vice-premier ministre qu'on a plus de pouvoir. C'est pour élever cela, avoir beaucoup plus de moyens pour la culture. Oui, donc pour moi, je suis totalement d'accord avec lui. Nous devons nous baser sur notre culture et mettre davantage notre culture en avant. Mais il ne faut pas forcément avoir une vice-primature. Le ministère de la Culture peut rester là où il est. Il faudrait simplement lui donner peut-être plus de budget, mais également penser à ce qu'il oriente sa politique à travers les écoles. Il faut enseigner cette culture à nos enfants.
peut-être depuis la maternelle et petit à petit monter crescendo. Parce que c'est comme ça qu'ils vont l'acquérir. Il n'y a pas d'autre secret, il n'y a rien d'autre, il n'y a que ça. C'est par l'école, par l'enseignement, l'éducation qu'ils peuvent ingurgiter ça. Merci. Et donc pour moi, je suis totalement d'accord avec lui. J'aimerais approfondir cette discussion si il est disponible. Et comme ça va résoudre son problème. Quand il dit il est sûr qu'il ne rencontrera jamais le président. Alors, moi, je lui dis que c'est possible. Merci. Vous allez évidemment vous adresser directement en quelques secondes à la population qui nous a suivis ce soir. Si elle a tout oublié, qu'est-ce qu'elle ne doit pas oublier en ce qui vous concerne? Celle en face, là? Je vous en prie. Bien, c'est simplement pour dire, le 20 décembre, nous avons deux choix. Celui de consolider les acquis, et je crois que j'ai été suffisamment convaincant pour démontrer qu'il y a des acquis, et des acquis qui ne demandent qu'à être consolidés. Ou bien on a le second choix, celui d'aller vers l'inconnu, le redémarrage à zéro, avec toutes les conséquences que cela comporte. Et donc, moi, je fais confiance au peuple congolais parce que c'est un peuple qui est mature, qui est un des peuples les plus mûrs politiquement d'Afrique, à cause ou grâce aux épreuves par lesquelles il est passé. Et je sais, je crois qu'ils vont faire le bon choix le 20 décembre en votant le candidat numéro 20. Merci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci, nous vous remercions d'avoir été avec nous aujourd'hui et surtout d'avoir répondu à cette œuvre de redevabilité. Oui. Nous pouvons vous souhaiter que bonne chance pour la suite de votre campagne en espérant que Dieu va vous protéger, protégera le Congo. En tout cas, bonne chance, merci beaucoup. Merci. Monsieur Kalengai. Merci. Oscar. Moulouba. Voilà. Maman, les hommages. Je vous en prie. Ouais. Pour accompagner. Ouais, merci. Je vais s'arrêter là parce que nous voulons prendre...